après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSite. En effet, le temps de la ruralité, j'en suis convaincu. Vous l'êtes tous les uns et les autres également. Très heureux d'ouvrir ce sixième café de campagne avec un numéro un peu particulier d'une ruralité qui est vraiment, je dirais, la nôtre. En fait, celle dans laquelle on se reconnaît, une ruralité qui est ouverte, une ruralité qui est généreuse, une ruralité qui est riche de sa diversité et qui s'ouvre sur le monde. Donc, c'est un numéro spécial Europe que nous ouvrons. Nous avons 3 intervenants de grande qualité. Gérard, Angela qui est avec nous et Cédric, si son nom, voilà, c'est ça. Gilles, pardon, pas Cédric, Gilles, qui est avec nous. Bienvenue à vous 3 sur ce sixième café de campagne où on va avoir un balayage un peu général et un peu précis sur l'intérêt, la force et la vigueur de ce lien qui n'apparaît pas forcément naturel entre la ruralité et l'Europe, et souvent vu sous un angle compliqué, conflictuel et de faux semblants qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. On va commencer avec Gérard Peltre. Merci beaucoup Gérard d'être avec nous. Gérard, c'est un peu un des penseurs. Avant de connaître Gérard, je m'étais renseigné auprès de Cédric Zabot pour lui demander est-ce que tu connais Gérard Peltre dont on me parle souvent et Cédric m'a renvoyé vas-y en me disant vas-y, c'est le patron de la question. Et c'est vrai que dans les échanges que j'ai pu et que nous avons pu avoir avec Gérard, à chaque fois on est sorti beaucoup plus riche que quand nous sommes rentrés dans l'échange et le débat avec Gérard. Gérard, c'est un ancien maire d'une belle commune, une commune de taille raisonnable, on va dire, d'un peu moins de 300 habitants, qui s'appelle La Chaussée, dans le beau département de la Meuse. Gérard, chaque fois qu'on parle d'un département ou d'un village, à chaque fois, bien sûr, à InSite, on a un qualificatif généreux, gentil, parce que chacune et chacun de nos territoires avec lesquels nous sommes en lien sont les centres du monde et c'est les endroits forcément les plus beaux au monde. Mais Gérard est président et des fondateurs de l'association internationale Ruralité, Environnement et Développement et du mouvement européen de la mobilité. C'est un grand spécialiste du développement local, régional et européen. Et on est vraiment très, très heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui. On a fait plusieurs temps de travail avec Gérard, avec Elodie, directrice d'InSite, pour mettre un peu plus le réseau InSite sur les rails de l'Europe. Et au-delà de l'Europe, finalement, c'est un peu du monde dont on est en train à chaque fois on parle. Quand on parle Europe, on parle aussi d'une ouverture internationale. On a déjà quelques contacts, bien sûr, avec nos amis allemands. Gilles nous en parlera certainement, mais également avec des Catalans. Vous savez que notre réseau est aussi en lien avec des Québécois. On aurait dû recevoir des jeunes Québécois l'année dernière dans notre réseau, mais bon, la crise Covid a fait que ça n'a pas pu se faire, mais on est toujours en lien avec eux. Donc voilà, donc c'est un réseau qui s'ouvre à la question européenne et voilà, et au-delà de notre modeste réseau, on a voulu, avec nos cafés de campagne, mettre cette thématique un peu à l'honneur. Gérard, sans plus attendre, je te passe la parole. Peut-être en quelques mots, parle-nous un peu de ton réseau et de ce qui le mobilise principalement. Oui, merci Thibault. Tout d'abord, une pensée émue pour Vanik Berberian et un remerciement pour Cédric Zabot de nous avoir permis de nous rencontrer. Et des belles rencontres comme celle-là, ce n'est pas tous les jours. Et ce que pour moi InSite représente est au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain et porte en même temps la permanence de ce que nous sommes, nous, les ruraux des territoires ruraux. Alors, Vanik, j'en suis sûr, est avec nous aujourd'hui, hein, et on est bien dans le chemin qu'il a ouvert. Donc, d'abord, peut-être vous dire qui je suis. Moi, je suis un rural
qui aiment les villes. Et c'est pas anormal de dire ça, parce que si vous regardez bien les choses, les ruraux aiment les villes, mais pas quand elles sont condescendantes. Alors, elles aiment les villes quand on est dans des relations ouvertes. Ensuite, je suis le fils d'un leader agricole et par ma mère d'industriel. Et j'ai eu la chance de naître dans une famille d'humanistes et qui ont permis de voir les choses sous un prisme avec un certain recul, peut-être une altitude. L'agriculture est confrontée au présent, les leaders agricoles construisent le futur, et les industriels, lorsqu'ils sont humanistes, sont dans des démarches programmatives tout à fait utiles pour comprendre ce que l'on peut faire ensemble. Ensuite, n'y voyez pas une connotation religieuse, je donnerai comme signal à mes propos « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ce n'est pas une connotation religieuse, mais c'est un chemin qui me guide depuis longtemps. Il nous appartient, à nous les habitants des territoires ruraux, de construire le sillon et de faire valoir la valeur ajoutée que nous pouvons proposer. Si on n'est pas capable de faire ça, malheureusement, ça sera compliqué. Or, si j'ai pris le temps d'un petit détour sur ce que j'étais, dans quelle famille je suis né, c'est que malgré tout, la famille dans laquelle je suis né, comme dans beaucoup de familles rurales, on m'a fait faire des études pour que je parte. Pas pour que je revienne avec l'intelligence constructive dans mon territoire. Pas parce que mes parents, comme ceux des autres, ne voulaient pas que je m'installe, mais ils pensaient que l'avenir, du fait de tout ce que l'on pouvait entendre, n'allait pas nous choyer, n'allait pas nous ouvrir tous les espaces d'initiative et de liberté que l'on pouvait avoir. Ben, pas de chance, parce que j'habite encore dans le village où je suis né, et c'est un des villages de la commune dont j'ai été le maire pendant 37 ans. Et ça ne m'a pas empêché, et ça ne m'empêche toujours pas de découvrir le monde et de construire les choses autrement que derrière les barreaux. Hein. Je ne me sens pas dans des barreaux, derrière des barreaux, dans un petit village enfermé, mais je me sens citoyen du monde avec les gens du monde. Voilà en gros ce que moi je pourrais dire en introduction. Et ça, c'est un message important. Ensuite, la rencontre avec INSIT, elle est fondamentale pour moi parce qu'elle porte la dimension des jeunes. Or, les jeunes, ce sont les explorateurs du futur pour le présent et l'avenir. Et ça, sans cette prise de conscience, on ne peut pas avancer. Et si les jeunes ne deviennent pas des citoyens actifs, si on ne leur ouvre pas la porte sans condescendance, on n'arrivera pas à faire grand-chose, entre guillemets, pour le futur. Et les ruraux ont inventé, et ça, vous le savez aussi bien que moi, pour traduire ça d'une manière opérationnelle, les échanges réciproques de savoir, où les jeunes apprennent aux moins jeunes, ou ceux qui ont de l'expérience transmettent l'expérience sans condescendance. On est dans le partage de la connaissance pour agir au présent et construire le futur. Voilà, vous avez compris qui m'habite. Alors RED, dans tout ça, eh bien, l'expression dans son chemin de construction de tout ça. Ruralité, environnement, développement a été initiée par le groupe de recherche pour l'éducation et la prospective en France, le GREP, qui édite la revue Pour, une mine d'informations prospectives vers laquelle il est important d'aller. Et puis la fondation du sud-est de la Belgique, Fondation rurale de Wallonie aujourd'hui, qui se sont dit, si on veut que l'Europe prenne en considération la valeur ajoutée des ruraux, des territoires ruraux, il est important qu'on leur propose un chemin. Et RED est né en 1980 de cette démarche-là, enracinée dans les ateliers ruraux d'automne du GREP. Donc j'étais de ce parcours et on l'avait même anticipé dans la grande région, la région transfrontalière d'où je suis, puisqu'on avait déjà des ateliers transfrontaliers d'échange par le biais des ministères des Affaires étrangères. On a progressé avec l'Europe depuis, par le biais et avec une grande rencontre rurale dans mon territoire, où Paul Louet, Marie-Elisabeth Chassagne, ce sont des noms qui pourront vous parler. C'est aussi des pères de la ruralité et aussi de la dynamique du développement local que l'on connaît aujourd'hui. RED est donc un réseau d'acteurs et d'organisations qui soutient l'idée d'une politique de développement des territoires ruraux, mais dans une relation positive avec les pôles urbains, dans des interrelations équilibrées. Ça, c'est l'élément important. On ne peut pas se construire un futur si on est d'abord en guerre avec ses voisins. Mais par contre, on doit se faire respecter. Donc, c'est à nous de définir notre valeur ajoutée. Et
ce qu'on observe au niveau européen, c'est que la notion de ruralité, et ça c'est l'histoire de l'Europe hein, quand même, opérationnelle, se confond avec la notion d'agriculture. Et quand on parle de la politique agricole commune, on parle essentiellement d'agriculture et dans la période qui va venir, encore plus que jamais. Il est hors de question qu'on se mette en opposition avec les agriculteurs et les agricultures, bien sûr. Ce sont des activités fondamentales dans nos territoires et on doit les soutenir. Mais les territoires ruraux ne sont pas que des territoires d'agriculteurs. Ce sont des territoires d'habitants, de femmes et d'hommes qui se construisent ensemble un futur avec notamment les agriculteurs, mais aussi d'autres acteurs, et demain y compris des acteurs de la création, du numérique et autres. Je n'irai pas plus loin. Donc il est important qu'on organise ça, et dans mes réunions au niveau européen, je rappelle régulièrement à nos amis agriculteurs, s'il vous plaît, devenez des soutiens de la ruralité, montrez comment vous êtes bien dans les dynamiques de développement des territoires ruraux et comment vous pouvez l'être encore mieux dans les logiques de travail en commun, de création de valeur ajoutée dans les territoires, de circuits courts et d'alimentation, mais soutenez les processus de développement rural en disant les ruralités ne sont pas que l'agriculture, mais l'agriculture est partenaire et un partenaire constructif important. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, tout ça, on ne peut pas le gagner seul. Et c'est l'histoire du mouvement européen de la ruralité qui regroupe aujourd'hui 22 organisations internationales. Et ces organisations internationales sont réunies, c'est une plateforme collaborative, ce n'est pas une structure, arrêtons de vouloir construire des châteaux partout, c'est une plateforme collaborative où l'ensemble des organisations sont réunies sur une idée, construisons une politique de développement territorial intégrée au niveau européen en faveur de la diversité des territoires ruraux et veillons à ce que les moyens avec l'agilité requise, puissent arriver jusque dans ces territoires-là. Alors, RED, vous l'avez noté tout à l'heure, l'Association nationale des maires ruraux en est administrateur. Et un administrateur important, comme INSEAD d'ailleurs, parce qu'elle nous met en relation les uns et les autres, elle ne garde pas pour elle ce qu'elle sait, on construit ensemble et les uns et les autres avec l'humilité qui permet de déplacer les montagnes. Hein, parce que quand on n'est pas dans ces logiques humbles de co-construction de quelque chose, mais qu'on est dans des logiques de pouvoir, ben je vous laisse la suite, on comprend bien qu'on va pas bien loin. Alors maintenant, ceci étant dit, l'Europe a des rendez-vous. À RED, on a compris que les rendez-vous dont nous avions connaissance dans nos régions, dans nos territoires et dans nos États membres avaient trouvé une origine 4 ans avant au moins. Donc RED s'est organisé depuis sa création pour faire des propositions à la Commission européenne sur ce que l'on souhaitait 4 ans avant que ça ne soit mis sur la table des discussions dans les États membres et les régions. Voilà déjà comment on fonctionne. Deuxièmement, on a proposé à la Commission européenne, dès le départ, de participer avec nous à des travaux dans des parcours, des itinéraires en France et en Europe pour qu'ils entendent la respiration des territoires et des acteurs de ces territoires-là. Ils s'y sont toujours prêtés admirablement bien. Et ils ont toujours retenu ce que l'on pouvait dire en même temps qu'ils l'enrichissaient avec tout ce qu'ils pouvaient entendre par ailleurs. Donc cette humilité, où ce n'est pas parce qu'on a des idées qu'on croit géniales que c'est exactement ces idées-là qui seront reprises dans la forme. Non, on est dans de la co-construction de quelque chose. Donc ça, il faut le comprendre parce que cet agenda opérationnel, c'est cet agenda qui nous permet de comprendre qu'on peut agir avec l'Europe par l'action collective quand on a compris son agenda opérationnel. Si on n'a pas compris ça, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionnait à ce moment-là en Europe? Eh bien, des organisations comme le Comité européen, donc le Comité européen des régions, qui sont des structures comme le Comité économique et social européen qui émettent des avis, au préalable, avant, ils émettaient des avis de manière décalée par rapport à ce que je viens de dire. Ce qui fait que c'était un peu comme avec un porte-voix à Hyde Park Corner, quand vous haranguez la foule et vous allez ailleurs, mais derrière, il n'y a pas beaucoup de construction, le sillage n'est pas éclairant. Hein. Par contre, si vous
si vous émettez des avis dans la bonne période, eh bien, l'accumulation des avis et des co-constructions nous permettent d'avancer. C'est comme ça qu'on a réussi, avec nos partenaires du mouvement européen de la ruralité, au sein de RED, en France, mais aussi au niveau européen, de montrer que quand on veut mobiliser les forces vives des territoires ruraux, eh bien, il était important de leur proposer un chemin et que le meilleur chemin, c'était celui qu'on construisait avec eux. Et ça porte un nom aujourd'hui qui est sur la table, l'agenda rural européen. En 2003, on proposait déjà une politique de développement rural. Mais on a eu énormément de choses, on a à peu de choses près eu tout ce qu'on demandait. Sauf que tout ça, on l'a encore enfermé dans la politique agricole commune, alors qu'il n'est pas normal que ce soit la politique agricole commune, compte tenu des grands challenges qui s'imposent à l'agriculture dans ces périodes de transition, qui finance seule le développement des territoires ruraux. Ce n'est pas normal. Et moi, je comprends que les agriculteurs soient inquiets de ça, parce qu'on n'aura pas assez de toutes les ressources budgétaires de la PAC pour organiser la transition agricole. Donc, il faut impérativement que toutes les politiques de l'Union cofinancent le développement des territoires ruraux. Mais ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire et ça ne se fera pas si on part du principe que, 1, ruralité égale agriculture, 2, que le développement régional, il n'a de sens que s'il est piloté par les grandes métropoles. Ça ne peut pas marcher. Et ce n'est pas être en opposition à cette réalité-là que de le dire. Mais c'est de faire le juste constat, à mon avis, de ce qu'il faut prendre en considération. Non, les territoires ruraux ont une valeur ajoutée propre. Et cette valeur ajoutée est indispensable dans le cadre d'échanges équilibrés avec les pôles urbains notamment, avec les organisations agricoles quand on est à l'intérieur des territoires ruraux et pas que, avec les villages, avec les communes et avec les maires, parce que les maires ruraux, et c'est pour ça que c'est un bonheur que d'avoir la MRF, les maires ruraux sont les éclaireurs intelligents des territoires. Et même dans des territoires, et les maires de petits villages, souvent, sont ceux qui éclairent le mieux les territoires ruraux, même lorsqu'il y a des communes plus importantes. L'intelligence, elle est souvent dans les interstices les plus petits, parce que là, il n'y a pas d'enjeu majeur, si ce n'est celui d'exprimer clairement ce que l'on souhaite. Par contre, les habitants comme les élus des territoires ruraux, trop souvent, donnent l'impression que leur expression, c'est l'expression entendue ailleurs. Alors moi, je vais me faire un tout petit aparté. Non, les habitants des territoires ruraux ne sont pas populistes. Non. Non, les habitants des territoires ruraux ne sont pas des acteurs qui versent dans les extrêmes. Les territoires ruraux, c'est tout le contraire, parce que les habitants des territoires ruraux, lorsqu'ils ont un problème, ils retroussent les manches et ils trouvent une solution. Mais quand on les interroge, on a l'impression qu'ils fonctionnent d'une autre manière et quand ils votent, ils donnent l'impression que c'est le contraire. Leur vote est une expression du « s'il vous plaît, entendez-nous, dites-nous comment on peut fonctionner ensemble ». C'est un appel à la participation, appel dangereux quand même, hein, appel à la participation. Donc les territoires ruraux, ce sont des territoires résilients. Ah, c'est un mot à la mode. Si je l'utilise, c'est parce que ce mot-là, si ce caractère-là, on n'en est pas affublé, on est considéré comme des enquistés dans des traditions, comme étant des acteurs impropres à inventer le futur. On est tout le contraire de ça. Regardez autour de vous, partout, dans les territoires ruraux, l'innovation est à toutes les portes et à tous les niveaux. Et quand l'innovation, les chemins d'innovation intelligents viennent d'ailleurs, les territoires ruraux les prennent, les acteurs des territoires ruraux les prennent et les mettent en œuvre d'une manière intelligente. Je vous ai parlé des échanges réciproques de savoir que la mutualité sociale agricole a promu dans les territoires, parce que c'était aussi un moyen d'estomper les effets de la vieillesse ou de reporter les effets négatifs de la vieillesse dans les territoires. Et c'est aussi pour ça que les mutualités sociales agricoles se sont complètement engagées dans la relation entre les générations. Alors à ce stade, moi, ça me permet de rappeler ce qu'est la caractéristique propre des habitants et des territoires ruraux. Les territoires ruraux, d'abord, ce sont des terres d'entrepreneurs. Ouais.
il n'y a pas, même les salariés dans les territoires ruraux sont des entrepreneurs de leur destin. Mais le pourcentage d'entrepreneurs, c'est énorme. Ce sont des territoires où les femmes et les hommes ont l'habitude de développer des solidarités entre les générations, pas pour s'enfermer. On n'est pas dans la logique de la famille qui enferme, on est dans la logique de la famille qui construit le futur, celle dont je parlais, qui donne une vraie place aux jeunes en acceptant qu'ils aillent voir ailleurs pour mieux revenir maintenant et construire avec les autres ce futur-là. Dans les territoires ruraux, on a une relation au territoire qui est naturelle. Donc, ce qui veut dire que quand on construit quelque chose, on n'est pas du hors-sol. On est en relation avec les événements naturels, on est en relation avec l'impact de toutes les décisions qu'on prend sur les paysages, sur le bien-être. On est en relation directe avec cette appréciation des choses. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Je vous entraînerai dans des réflexions donc, philosophiques non inutiles d'ailleurs, mais qui allongeraient le débat. Donc, et ces éléments-là, donc, on ne peut pas les réussir si on n'a pas pris conscience d'une chose absolue. Un, la théorie du ruissellement, ce beau mot-là, en rural que je suis, et vous pourrez en comprendre la réalité, le ruissellement emporte les sols lorsque les sols ne sont pas vivants. Comment voulez-vous imaginer qu'une grande métropole irrigue un territoire rural si c'est pour le prendre, si c'est pour ne pas le respecter, si c'est pas pour avoir le désir de découvrir l'originalité et ses qualités et ses atouts. Donc la théorie du ruissellement, c'est une mauvaise théorie. La théorie des capillarités, c'est une autre affaire. La théorie de l'osmose en est encore une autre. Là, on est dans des logiques importantes parce qu'on est dans des logiques qui fonctionnent là. Donc, et ça, on est toujours obligé de s'approprier les mots comme ça pour pouvoir ensuite rappeler leur sens. Ensuite, remarque importante, en 2003, j'étais à Leipzig, invité par le Comité européen des régions pour défendre ce que RED défendait déjà en ce moment sur cette nécessité de tirer parti de la valeur ajoutée des territoires ruraux et de reconnaître cette valeur ajoutée et d'en exprimer la reconnaissance. Eh bien, j'étais assis à côté de représentants de Paris et de Bruxelles. Et je leur ai dit, il faut qu'on travaille ensemble. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Non, on se déforcerait. Ça, j'ai entendu. Et ça ne m'a pas amené à être en opposition avec les villes, mais de dire, on a du chemin à faire. Et puis, c'est ce qui nous a amené à RED de travailler avec Dirk Kanner, alors directeur général de la DG Régio, parce que nos amis français avaient amené avec le projet de constitution européenne sur la table une idée hyper importante, la cohésion territoriale, mais sans amener la définition. On est un peu connu comme ça en France. On a de beaux mots, mais on ne donne pas la définition. Nos amis britanniques, qui sont nos amis de loin maintenant, un peu plus loin maintenant, mais eux, ils savent donner des définitions aux beaux mots. Et surtout, ils arrivent à s'organiser pour qu'ils deviennent la règle européenne. Donc maintenant, à nous de faire ça. Donc on a travaillé sur la cohésion territoriale et RED a participé à des groupes de travail en montrant que la cohésion, il ne fallait pas l'avoir qu'entre les États membres. C'était ce qui était sur la table, c'est-à-dire les territoires qui arrivaient et qui étaient en difficulté, les territoires dits riches, à l'intérieur desquels les difficultés étaient nombreuses au demeurant, et les disparités entre les territoires. Mais que la cohésion devait s'entendre au sein des territoires et des régions, entre des territoires ruraux reconnus en pôles de développement et les pôles urbains, parce que quand on dit pôle urbain, on a bien compris, on parle de choses sérieuses, du développement, quoi. Quand on parle des territoires ruraux, on a l'impression qu'on confond. On a l'impression que les territoires ruraux sont des espaces sauvages, des espaces naturels et agricoles, mais en aucun cas des espaces de construction du futur. Alors Gérard, merci. Merci infiniment. Alors tu vois, j'ai pas interrompu parce que c'est tellement, ton propos est toujours tellement riche. Il nous reste quelques minutes pour te poser des questions, mais vraiment à peine. On va essayer de resserrer au maximum pour que Angela et Gilles puissent aussi intervenir. Est-ce que, alors il y a Yves qui a levé la main. Yves, est-ce que tu as une question à poser, une remarque à faire? Très courte. Très courte à Gérard, que je retrouve comme compagnon du GREP et de Bertrand Schwartz et de la revue Pour, oui. Et des réseaux de formation réciproque des Bersuffrins. Ma question est la suivante. Je suis tout à fait d'accord avec l'institution de relations positives entre la ville et les territoires ruraux. Mais j'irai même un peu plus loin. Est-ce que le moment n'est pas venu
de réunir ce que j'appelle les trois France, la zone urbaine, les quartiers politiques de la ville et les territoires ruraux. Est-ce que nous, dans une plateforme tripartite, on pourrait être respecté et on pourrait proposer des convergences entre ces trois France qui sont archipélisées, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que le moment est... Et je suis d'accord avec toi, la relation de condescendance, maintenant, elle est terminée, on peut se faire entendre. Et moi, c'est un peu une idée que j'essaie de faire avancer, aller vers des convergences, une plateforme tripartite, et la transition écologique pourrait être un thème fédérateur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, avant que tu répondes, est-ce qu'on a eu d'autres questions? Alors, il y a Élodie qui a levé la main. Oui, Gérard, M. Peltre, en fait, dans une des fiches de vos travaux, il y avait la notion de rééquilibrage des territoires. Est-ce que là-dessus, vous pouvez, justement, vous parlez de définition, de beaux mots et de beaux concepts, est-ce que vous pouvez là-dessus, en quelques minutes, nous éclairer? Parce que je pense que c'est un des enjeux. C'est ce que vous avez développé à travers le lien des métropoles aujourd'hui et des territoires et des intercommunalités notamment, où il y a ce déséquilibre. Alors, Gérard, merci, Paul-Jo. Gérard, tu as exactement 3 minutes. OK. À la première réponse, oui, il faut que l'on organise donc l'interrelation entre tous ces territoires, et ça, nous le faisons au sein du mouvement européen de la ruralité. On a tenu à ce que les régions périurbaines soient participantes au mouvement européen de la ruralité pour en exprimer. Mais par contre, attention, il faut toujours qu'on se batte pour que les territoires ruraux, dans leur diversité, soient reconnus pour leur valeur ajoutée. Il faut faire attention parce que ça glisse très vite. Ensuite, sur le rééquilibrage des territoires, premier élément, il faut montrer que les masses critiques, elles doivent se gagner par le fonctionnement en réseau et pas par les masses critiques géographiques. Si on laisse prendre en considération qu'il faut être nombreux, avoir énormément d'acteurs, d'habitants pour pouvoir réussir l'intelligence du futur, on a perdu le combat. Rééquilibrage des territoires, c'est la reconnaissance qu'on n'a pas besoin d'être une multitude pour gagner. Le réseau organise les masses critiques et les territoires ruraux savent faire ça. Mais et c'est comme ça qu'on va les rééquilibrer. Et à l'intérieur des communautés de communes, les maires et les maires ruraux doivent être reconnus pour leur intelligence constructive, mais pour ça, ils doivent considérer que le territoire n'est pas forcément qu'un territoire de village. Mais par contre, les maires ruraux, là, ont une importance essentielle à jouer parce qu'ils ont cette intelligence du concret, quoi. Merci Gérard. On a une question de Julie. Quelle lecture clé tu pourrais nous conseiller pour approfondir mieux et appréhender les enjeux autour des relations ville-ruralité? Quelle clé? La clé, c'est celle de... Là, en lecture, hein, quelle lecture tu nous conseillerais? Voilà. La lecture pour améliorer ça, c'est d'abord de faire apparaître qu'une région rurale, c'est un territoire rural. La définition qu'on vous a donnée de la notion de territoire rural exprime d'abord cette formalisation du territoire, et la clé, c'est on organise des partenariats entre territoires et pas uniquement entre acteurs. Il ne faut jamais avoir des partenariats qu'entre acteurs. Moi, je suis responsable d'un pôle d'innovation. On a signé des conventions avec l'université et compagnie, mais on a inscrit tout ça dans les stratégies locales de développement. Très important. Et les pays et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux sont essentiels en France parce que c'est ceux qui expriment le mieux cette diversité des territoires en lien avec les communes aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard. Je passe la main à Elsa pour la suite de notre café de campagne. Merci Thibaut. Du coup, pour cette deuxième partie qu'on appelle éco-ruraux, le but de cette rubrique, c'est de vous présenter une initiative concrète dans un territoire. Et donc, aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Angela Cluzel. Donc, pour une petite présentation, elle se présente comme une citoyenne européenne et de fait, elle est franco-anglaise et elle parle aussi allemand, ce qui, je pense, impressionne un paquet de monde dans cette assemblée. Et elle est présidente du comité de jumelage du pays de Pompadour en Corrèze, auquel elle a adhéré dès sa création. Et donc, elle a participé à toutes les activités proposées par le comité de jumelage, notamment des voyages d'échange avec la commune allemande d'Oberholzbach. Je ne sais pas si c'est la prononciation exacte, mais vous me corrigerez, Angela. Et puis maintenant, le pays de Pompadour est aussi jumelé avec Villeurbanne en Italie.
Du coup, Angela, ma première question, d'abord merci d'être là et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes et nous présenter rapidement ce que c'est que ce comité de jumelage? Oui, merci de l'invitation de venir faire cet exposé avec vous. Je vous souhaite bon appétit. Je pensais le temps du café ou le déjeuner, je ne sais pas. Je suis, donc ma fonction de travail, je fus directrice de l'EHPAD de Pompadour, fonction publique territoriale, et je suis française depuis 45 ans, mais je suis bilingue, anglais-français, et également trilingue parce que j'ai fait mes études anglais-français-allemand en Angleterre. Je suis profondément européen et j'habite Pompadour depuis 42 ans. Pompadour, le nom de Pompadour, la commune, c'est Arnac-Pompadour. Donc, si jamais vous cherchez dans le bottin où se trouve Pompadour, c'est Arnac-Pompadour avec un trait d'union parce qu'il y avait un abbatial d'Arnac dans le Moyen-Âge lié au château de Pompadour. Pompadour avait 1400 habitants quand je suis arrivée, il y a 42 ans, et aujourd'hui, Pompadour a 980. C'est un petit village, donc, ou un grand village, comme vous voulez, dans ce département de la Corrèze, à proximité de la Dordogne. Vous voulez que je vous parle de les activités à Pompadour? Oui, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce que vous faites avec le comité de jumelage? Bien. Voilà. Alors, Pompadour a voulu avoir un jumelage, a cherché et comme beaucoup il y a 40 ans, ont trouvé une partenaire commune en Allemagne. On dénombre aujourd'hui plus de 2300 communes partenariats avec les collectivités territoriales françaises et allemandes. Et une fois que les communes se sont trouvées, ce partenariat officialise par une délibération du conseil municipal et la signature du serment de jumelage. Mais une fois l'engagement de la municipalité et le maire, il faut faire vivre ce partenariat et c'est ça où entre en jeu le comité de jumelage. Il est créé par des bénévoles actifs dans la cité pour aider faire vivre le jumelage au nom des communes jumelées. Nous, notre comité de jumelage fut créé donc il y a 40 ans. On devrait fêter cette année les 40 ans. Et je dis que c'est une décision courageuse de nos élus, des deux maires, de décider de prendre cette décision il y a 40 ans, car à Pompadour, il y avait à ce moment-là des ressentis de résistance, de la résistance qui fut encore très présent. J'ai à honorer aujourd'hui le maire de Obelsbach, qui a été fondateur, le premier maire qui était fondateur pour Obelsbach, qui est décédé hier. Donc, c'est tout un honneur à ce maire d'Obelsbach aussi que nous sommes jumelés avec eux. Pompadour a 5 petits villages autour de Pompadour. Nous avons un comité de communes et petit à petit, ces autres villages se sont adhérés à notre réseau comité de jumelage qui a agrandi notre nombre d'habitants participants à 3300. Et nous sommes donc devenus le comité de jumelage du pays de Pompadour. Le comité de jumelage est une association et qui est liée à chaque commune par une convention. Alors, un petit mot sur avec qui on est jumelé. Donc, il y a 40 ans, en Allemagne, avec Markt Oberelsbach. Markt voulant dire un regroupement de communes, pays de Pompadour, le pays de Oberelsbach, on peut dire. Donc, Oberelsbach a 4 villages autour
et qui font également à peu près 3000 habitants. Oui, Oberesbach se situe au nord de la Bavière. Nous avons fait notre jumelage était fait en 1981 et en 1989, Oberesbach, c'est-à-dire, comment je peux... Ah oui, de 1981 à 1989, nous étions toujours sous le temps du mur. Oberesbach se trouvait à 3 km de la frontière avec le bloc de l'Est et qui faisait partie de la RDA. Lors des premières visites, la guerre froide semblait tout près pour nous. Ça n'avait rien changé. L'Europe est venue, s'est réunie. Oberesbach est une ville rurale, sensible à l'environnement, mais qui s'est développée grâce à la proximité d'une usine Siemens qui offrait le plein emploi aux habitants. Notre ville jumelée, Pompadour, c'est la Cité du Cheval, le renommé du château de la Marquise, les haras. Notre activité agricole est l'arboriculture, la pomme golden du Limousin. Nous avons aussi une usine avec 500 emplois. Mais Oberesbach, c'était tout à fait différente. Notre ville jumelée est à la pointe du développement durable, l'économie d'énergie, la pollution lumineuse, une réserve biosphère et la protection de la forêt. Les thèmes opposés, mais on avait tellement à apprendre l'un de l'autre. Et en 2019, on a conclu un deuxième jumelage. Pourquoi? Nous avons cherché à partir de 2016 à nous jumeler avec une deuxième commune pour stimuler l'intérêt et l'attractivité de l'Europe dans nos villages et auprès de nos habitants. Tourner vers le sud pour les jeunes quelque part. Très peu faisaient l'allemand à l'école, les collégiens. Donc, il fallait regarder ailleurs. Nous nous sommes tournés vers le sud et avons d'abord prospecté en Croatie. Mais c'était un déplacement très compliqué. Mais une opportunité par le rugby nous a fait décider que la ville soit italienne, soit Villorba, près de Trévise et près de Venise, une attractivité pour les jeunes. Et donc, nous avons maintenant nos voyages en Allemagne et en Italie. Merci beaucoup. Vous voulez des projets? Désolée, ouais, je dois rebrancher mon micro à chaque fois. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur un ou deux projets que vous avez mis en place et puis les projets à venir? Et ensuite, on va demander du coup aux gens s'ils ont des questions, n'hésitez pas à les mettre par écrit dans le chat ou à lever la main. Et ceux qui ont levé la main au premier tour, n'oubliez pas de la baisser si vous ne souhaitez pas reprendre la parole. Voilà, je vous laisse la parole sur les projets du coup du comité. Alors, je parle de deux projets. Donc, le projet de l'eau. L'eau de nos villes, l'eau de la vie. Ce projet a duré 2 ans, en deux temps. Le contexte, nous avons retenu le volet européen, notre environnement, la planète, nos territoires, l'eau de nos ruisseaux, et puis nous, l'eau de l'Auvergne, notre rivière, et l'eau de Els en Oberesbach. Et durant notre rencontre, en 2015, les habitants d'Oberesbach et de Pompadour se sont penchés sur la question de la gestion de l'eau dans leur ville. Notre quotidien est ponctué de contacts de l'eau fraîche, des eaux usées. Pompadour venait de terminer la mise aux normes européennes de sa station d'épuration. La collecte des eaux pluviales, afin d'économiser l'eau de la ville, la gestion du niveau de l'eau des ruisseaux, prévention des inondations. Nous avons étudié la gestion des étangs et de nos piscines,
Un sujet vaste qui sensibilisait un grand nombre de participants, tous les habitants, les adultes et collégiens. Nous avons créé des ateliers, un atelier étang, un atelier ruisseau, les visites guidées de la piscine après les travaux de mise aux normes, visites guidées de la station d'épuration, bien sûr la convivialité, les pique-niques aux berges de la rivière au Vézère. À l'issue de ce projet d'eau, peu de temps après la rencontre, nous avons eu la surprise d'être contactés par la région Basse-Normandie. Les enjeux couverts par ce projet ont intéressé les organisateurs de la 4e rencontre européenne régionale de Basse-Normandie. Ça fait que le projet a été plus important qu'on ne pensait. Il a été repris et j'ai fait une présentation à Caen sur notre projet. Un deuxième projet, donc 2 ans après, l'accueil des migrants dans nos villages. En 2016, nous avons commencé à étudier les thématiques, toujours il faut partir des thématiques européennes dans les programmes. Donc, on a étudié les thématiques européennes pour 2017. Nous avons retenu donc le volet 2.3 immigrés. Simultanément, en Corrèze, la préfecture organisait des conférences sur l'accueil des réfugiés syriens et irakiens et de la situation au Moyen-Orient. Nous avons assisté à une des conférences. Le représentant de la préfecture a fait un exposé en résumant la situation des migrants et étrangers en situation irrégulière, appelés plus souvent réfugiés. Dans le même temps, nous avons lu dans un communiqué de la FCCRE qui préconisait de mettre en réseau les collectivités territoriales et les élus de nos 2 pays, en proposant notamment que les 2200 jumelages franco-allemandes soient mobilisés pour dialoguer, par exemple, sur les politiques d'intégration, l'accueil des migrants. 2 sources, le même thème. Ainsi, notre choix pour le thème de notre projet fut trouvé. Peu de temps après, 2 habitants de Pompadour vont chercher un couple kurdi à l'aéroport de Bordeaux. Ils arrivent de Amman en Jordanie et ayant séjourné pendant 1 an dans un camp de réfugiés. Cet exemple concret d'accueil nous a inspirés également. Nous avons bâti notre programme lors de la visite de la délégation d'Obelsbach sur des témoignages d'expérience, les nôtres et entre autres avec une ville proche, Userche. Corrèze Télévision a aussi été présent à cette rencontre. Je coupe la rencontre, mais sur notre déplacement à Obelsbach l'année suivante, nos amis allemands nous ont présenté la politique allemande pour l'accueil et intégration des migrants. Et j'ai retenu une anecdote, l'implication de leur club de foot d'intégrer 1 ou 2 joueurs immigrants et qui n'avaient ni de chaussures à crampons ni shorts de foot. Alors, les joueurs ont tous cherché dans leur placard et tout le monde a eu leurs chaussures à crampons et leurs shorts. Le futur maintenant. L'année dernière, bien sûr, pas de rencontre. Cette année, on ne sait pas. Mais nous avons notre ville jumelée. On devait aller en Italie cette année et nous attendons s'il y aura une possibilité peut-être à la fin de l'année d'aller faire notre voyage maintenant avec notre 3e partenaire. En attendant, nous avons fait des projets en informatique. On a confectionné des cartes de fin d'année pour envoyer à nos familles fidèles. Nous avons créé un livret de cuisine bilingue avec des recettes typiques des 2 villages, illustrées par des plats et des habitants.
Mais cette réalisation était dans la presse, dans nos deux localités, et a fait l'objet de belles observations et des remarques que c'était une bonne visibilité que nous avons encore en y vivant, en échange. Alors, nous penchons sur notre prochaine activité sans se déplacer, et ça s'appelle le concours du jardinier amateur. Je crois qu'on va jardiner chacun dans son jardin, mais on ne se déplacera pas encore. Voilà nos projets. Elsa? Oui, pardon. Merci beaucoup. Ça est très inspirant. Je pense, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des élus locaux qui ont envie de se jumeler avec d'autres communes. Mais en tout cas, on voit qu'il y a plein de choses à imaginer sur des thématiques, en plus des échanges, des voyages et tout ça. Je voudrais ouvrir la parole. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui ont des questions rapidement? Il nous reste 2 minutes et ensuite, on devra passer à l'intervenant suivant. Je vois qu'il y a Élodie qui lève la main, mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle est loin de son écran. Ou... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient une question à poser? Gérard, peut-être. Alors, on n'entend pas le micro. Enlève ton micro. Range ton micro. Oui, moi j'ai trouvé l'exposé de l'expérience de jumelage hyper intéressant et je voudrais juste ajouter, parce que ça a bien été exprimé, que le jumelage, ça peut être le premier pas franchi pour développer des dynamiques de coopération entre les territoires. Et on voit bien que le fond du sujet, on n'est plus dans les logiques de jumelage uniquement, allez, on se rencontre, c'est bien, on met une pancarte à l'entrée du village, mais on est dans quelque chose de constructif. Je trouve que c'est un nouvel avenir pour le jumelage qui est excellent, ce que vous avez décrit là. Merci. Une autre question ou on passe directement à la suite? Parce que le temps file malheureusement. Là, je pense qu'on va passer à la suite. Je ne vois pas de main qui se lève. Si vous voulez... oui. Une petite remarque, un petit complémentaire, si vous voulez avoir des idées, participer animer vos villages, il faut surtout intéresser non seulement, bien sûr, maires, conseillers municipaux, mais aussi les présidents des associations, bâtir votre thème, vous liez bien avec vos présidents d'associations. Par exemple, une fête de la bière avec le club de rugby et les pompiers. Je prends ces exemples. Votre comité, il est partout. Il n'est pas tout seul que l'Europe, il est dans votre village. Voilà. Et les balles populaires. Et les balles populaires, oui. Oui, effectivement, merci beaucoup pour ce conseil à ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure du jumelage. Merci Angela encore pour votre présence et d'avoir préparé cette intervention. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice facile, surtout que ce n'est pas votre langue maternelle, mais c'était vraiment très chouette de nous partager votre expérience. Je continue avec la dernière rubrique. Donc d'habitude, on vous propose un plan culture et puis cette fois, on vous propose un bon plan projet et subvention européenne avec Gilles Rondeau qui est avec nous. Donc merci Gilles d'avoir accepté l'invitation. Donc Gilles, vous êtes référent régional Méditerranée pour le Fonds citoyen franco-allemand. Donc, vous avez d'autres homologues sur les autres régions et votre objectif, c'est de faire connaître le dispositif de subvention et d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent déposer une demande de financement et chercher des partenaires allemands. Mais du coup, première question, Gilles, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes et puis nous présenter un peu le Fonds citoyen et notamment son origine. Très bien, bonjour à tous. Merci bien sûr pour votre invitation et me permettre de participer aujourd'hui à vos travaux.
Pour me présenter rapidement, je suis un ancien salarié du privé qui s'est converti à la fonction publique territoriale, justement pour m'intéresser à des problématiques de développement local. Mais ça, c'était dans les années 90, c'était encore un champ d'investigation un peu théorique, très difficile à vivre sur le terrain et dans le monde des collectivités, hélas. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à tomber dernièrement sur le site d'INSIT, de découvrir la tonalité de votre travail. Et je suis très heureux aujourd'hui d'apporter une pierre un peu à l'édifice de par voilà, ces anciens intérêts que j'ai toujours eus et qui ont un peu guidé ma carrière d'agent public. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, l'Europe, ça peut être compliqué, mais il faut simplifier les choses. Le Fonds citoyen n'est pas un fonds européen. C'est un fonds à dimension européenne, par contre. Où est le distinguo? Le Fonds européen, c'est un fonds qui émane directement de l'Union européenne. Et notre fonds, le Fonds citoyen, est le produit d'un traité entre la France et l'Allemagne. Ça a été cité par la précédente intervenante, Angela. La France et l'Allemagne sont dans une politique active d'amitié suite à des conflits assez meurtriers. Et depuis les années 60, une série de traités préside un peu à cette politique, qui est une politique stratégique au sein de l'Europe aujourd'hui. En 2019, il y a eu une réorientation de cette politique franco-allemande. On a voulu dépasser la réconciliation entre France et Allemagne et se diriger vers une politique active de convergence. Alors, ce sont des mots un peu théoriques, mais le plus important à retenir, c'est que derrière ces traités, il y en a bien sûr pour les milieux institutionnels qui vont travailler entre France et Allemagne sur des sujets un peu compliqués, l'intelligence artificielle, l'hydrogène, énergie de demain. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces traités pensent aussi à la base, à la société civile. Et le Fonds citoyen, c'est ni plus ni moins l'enveloppe financière qui a été prévue par les deux États, les deux gouvernements, pour permettre que l'amitié franco-allemande puisse se développer sous un nouveau jour, mais à partir de la population. Et c'est là que ça rejoint directement vos intérêts. Alors, pour faire un peu écho aux deux précédents intervenants, je réfléchissais un peu à l'idée de vous donner envie de partir vers la dynamique européenne et j'ai retenu trois bonnes raisons à vous souffler. Donc, la première, elle va bien sûr vous intéresser, c'est le fait qu'aujourd'hui, les financements sont de plus en plus rares partout, notamment en France, et qu'on a intérêt à s'ouvrir à l'international et aller du côté de l'Europe. D'autant plus que, vous le savez peut-être, ces fonds sont quelquefois largement sous-utilisés du côté français, et c'est vraiment dommage de voir l'argent mis à la disposition de la France repartir dans les tiroirs caisses de l'Union européenne. Voilà, vous voyez, ça m'en fait perdre mon latin. C'est vrai que cet accès au financement européen peut paraître un peu compliqué et je dirais que le Fonds citoyen est peut-être un outil très simple de vous donner, de permettre ce premier pas. Un premier pas sur la Lune, grand pas pour les financements européens, ça serait un peu le slogan aujourd'hui. Voilà, la relation à l'international, elle est aujourd'hui facilitée, alors d'une part par les financements qui existent, les financements européens. Voilà, ce que je voulais vous dire au moment de mon interruption, c'est regarder un peu la nouvelle programmation. Avec la situation actuelle, les financements sont vraiment deviennent de plus en plus importants et il y a des projets relativement accessibles, facilement accessibles. Je vous signalerai au passage que vous avez des interlocuteurs pour vous renseigner à tous les niveaux. Donc vraiment, essayez de combattre l'idée que l'accès aux financements internationaux peut être compliqué. Voilà. Les rapports internationaux aujourd'hui sont aussi grandement facilités par les nouvelles technologies de l'information et je pense qu'on a tous été rodés par ce confinement et par la crise sanitaire. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de complexe pour communiquer avec le pays européen de votre choix par les technologies numériques. Voilà, donc
allez-y, ne serait-ce que pour des raisons financières. C'est un motif utile et louable. Le deuxième point, ça serait pourquoi l'Allemagne en particulier. La France et l'Allemagne ont une relation privilégiée pour l'histoire, on l'a dit, et parce qu'ils défendent aussi au sein de l'Europe des valeurs communes. Ce sont peut-être, le couple franco-allemand est attaché à une vision de l'Europe qu'on avait très clairement il y a 20-30 ans, à laquelle on reste fidèle, mais qui était un peu plus difficile à percevoir dans une Europe à 27. Donc c'est vrai que cette dualité, ou du moins ce couple, il a une raison à exister et à se développer au sein de l'Europe. Autre motif qui devrait vous intéresser, c'est que la société allemande est une société très engagée dans le tissu associatif et autour des causes. Il n'est pas rare de voir des jeunes citoyens ou des moins jeunes être très présents sur le circuit associatif, être adhérents à plusieurs associations et être actifs, engagés socialement. Quand je regardais un peu la tonalité de vos projets, je me disais qu'il y avait matière à faire. Autre élément important, l'Allemagne, les Allemands apprécient énormément la ruralité française. L'Allemagne est un pays à la base urbain, dense, et cette grande ruralité qui fait un peu notre caractéristique en Europe, quelquefois a été présentée comme un handicap, mais avec une bonne énergie, on peut en faire un motif d'épanouissement, j'en suis convaincu. Voilà, c'est un fait qui intéresse énormément les Allemands. Donc, c'est vraiment des circonstances, je dirais, gagnant-gagnant pour bâtir des projets ensemble. Autre point à ne pas oublier, c'est que l'Allemagne, ça reste le premier acteur économique de l'Europe. Et c'est un aspect qui est un petit peu sous-estimé quelquefois. Si ce pays a ouvert ses frontières et a accueilli plus d'1 million de migrants, c'est que c'est un marché du travail qui a besoin de main-d'œuvre. Et je pense aux débouchés, à l'emploi local dans le monde rural. Il y a matière à travailler avec l'Allemagne, il y a matière à envoyer les jeunes se former en Allemagne, se perfectionner, découvrir le monde de l'entreprise. J'ai pas mal d'exemples réussis à partager. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais je reste bien sûr volontiers à disposition. Autre aspect, les Allemands sont des partenaires fiables. C'est ce que je vous souhaite de découvrir, fiable et sérieux dans leur partenariat. Donc, je vous souhaite de le découvrir autour de projets. Il y a un autre aspect que je souhaitais aussi vous inviter à prendre en compte, c'est cette découverte de l'interculturel que provoque le contact à l'international. On découvre des individus qui ont les mêmes aspirations que nous à la base. On est tous faits de chair et d'os, mais c'est intéressant de voir les gens penser, réagir, agir, se comporter différemment du fait de leur langue, de leur culture, de leur système, leur organisation sociale, leur système juridique. Ça crée des différences, mais qui sont vraiment passionnantes à observer, à analyser, à comprendre. Et voilà, c'est une mécanique, même pour des acteurs ruraux, c'est une mécanique qui peut augurer de belles rencontres, de belles aventures humaines et de belles amitiés. Donc voilà, 3 raisons pour lesquelles n'hésitez pas à vous ouvrir à l'Europe. Je souhaitais vraiment appuyer sur ces 3 idées. Pour revenir sur le Fonds citoyen, Elsa, vous me posiez la question des structures qui étaient bénéficiaires donc, de ce Fonds citoyen. C'est ce que vous vouliez savoir ? Oui, c'est ça. Maintenant qu'on sait toutes les raisons qu'on a de s'engager dans des partenariats, qui peut faire sa demande au Fonds citoyen ? Alors, le Fonds citoyen, je vous l'ai dit, est le produit du traité d'Aix-la-Chapelle. Et le traité d'Aix-la-Chapelle s'est voulu extrêmement souple. En tout cas, l'outil Fonds citoyen est un outil réservé aux acteurs de la société civile, mais acteurs de la société civile dans une acception assez large. On va dire tous les acteurs de l'intérêt général. Donc, bien entendu, en premier lieu, la population, parce que le Fonds citoyen est l'outil fait pour la population française d'un côté et allemande de l'autre.
et par extension, tous les acteurs qui peuvent se rapprocher de l'intérêt général. Donc, je pense aux collectivités, je pense à des associations, des fondations. Il y a une liste qui est proposée dans notre règlement. Certains organismes de recherche, bien sûr, sont aussi invités à postuler. Autrement dit, pour faire simple, la population et tous les acteurs, je dirais, de services publics en général. Voilà. Quand la démarche devient trop commerciale, on n'est plus fonds citoyen, on est sur un autre sujet. Mais c'est donc très ouvert. C'est à la fois très ouvert et très simple, parce qu'on va simplement vous demander d'avoir un projet qui incarne cette volonté du traité d'Aix-la-Chapelle de renouveler l'amitié franco-allemande. Donc je dirais que le seul critère, et c'est ma manière la plus simple de présenter les choses, c'est que quel que soit votre projet, si votre projet est à partager potentiellement avec un partenaire à l'étranger, que ce projet est un projet de mutualisation, d'échange de bonnes pratiques, de découverte mutuelle entre France et Allemagne, cela je dirais, ça suffira à la Commission pour retenir votre projet. Bien entendu, pour éviter de perdre les porteurs de projets devant l'inconnu ou devant l'absence de repères. Il y a quelques thèmes qui ont été cités dans les directives que je tiendrai à votre disposition, qui est le cahier des charges du Fonds citoyen, comment participer et comment déposer un projet. Donc, les champs habituels sont bien sûr les bienvenus, hein, la culture, le sport. On a eu quelques exemples donnés par Angela tout à l'heure avec le comité de jumelage de Pompadour. Et puis, tous les sujets de collaboration possibles sur des axes de réflexion communs, des questions sociales, des questions de type... on a financé dernièrement un séminaire, je vais être très concret, vous donner quelques exemples, un séminaire sur l'approche de l'intergénérationnel. Comment se vivait l'intergénérationnel en Allemagne, comment ça se vit en France et comment les travailleurs sociaux peuvent s'enrichir les uns les autres de ces pratiques et de ces visions différentes. Je vous parlais tout à l'heure d'interculturel, c'est vrai que quelquefois sur des sujets très pratico-pratiques de la vie quotidienne, on a des visions radicalement différentes d'envisager les choses. On finance des projets bien sûr des projets culturels. Je vais vous donner quelques exemples sur mon territoire, moi qui suis responsable sur toute la zone Méditerranée. Des villes jumelles qui décident de faire travailler ensemble leurs conservatoires ou leurs écoles de musique sur des projets pédagogiques communs. Voilà, je suis un peu... je serais peut-être à court de vous donner des exemples. Je préfère répondre à des questions, ça sera peut-être plus simple. Oui, et je vois qu'il y a Patricia Andriot qui lève la main pour intervenir. Donc, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, ça fonctionne. Ouais. Non, mais c'était pas... Enfin, c'est votre intervention qui me faisait penser, mais c'était un peu plus général, dire que moi, je suis frappée, là, on sort de la semaine de la vision à long terme organisée par la Commission européenne sur le développement rural. Et je me suis frappée, je trouve qu'on sous-estime toujours le caractère universel des thématiques rurales qu'on a et l'importance de ces échanges entre pays européens, parce que je trouve que le fait des fois de se rendre compte qu'en Allemagne, en République tchèque ou je ne sais pas où, il y a les mêmes sujets, finalement les mêmes approches que nous sur les services. Enfin, moi, ça m'a vraiment frappée dans les webinaires ou les conférences ou ateliers auxquels j'ai pu participer cette semaine, comme quoi on se pose les mêmes questions. Et je trouve essentiel du coup d'avoir ces échanges pour alimenter ces réflexions communes, pour porter, ça rejoint ce que Gérard Peltre dit aussi, mais d'avoir une vraie prise en compte des territoires ruraux au niveau européen et dans ces enjeux de transition, enfin sur le moment actuel où il y a des vrais enjeux pour repositionner les territoires ruraux dans une société qui appelle à se reconfigurer au vu de la crise sanitaire, environnementale, voilà. Je vous répondrai en disant que le Fonds citoyen a peut-être pour objectif de faire travailler ensemble directement des acteurs de la ruralité. Et je vais vous rassurer, parce que ça a été un des objets de discussion avec Élodie et Elsa du réseau.
Alors là, vous évoquiez la prise en compte des questions rurales au niveau des politiques européennes, mais vous l'avez compris, nous, on est vraiment en deçà, on est vraiment dans cette logique de rapprochement entre deux pays, et il y a matière à faire. Et mon propos était de vous dire que vos réflexions en tant qu'acteurs de la ruralité ont pleinement leur place dans ce financement. À charge pour vous, en effet, on peut parler un peu de la méthode si vous le souhaitez, à charge pour vous d'avoir un projet, de le proposer. Le Fonds citoyen est plus qu'un financement, ça c'est un point important que je voulais préciser, c'est aussi un réseau dont je fais partie, Elsa l'a cité, et ce réseau a pour mission de vous aider à trouver un partenaire en Allemagne si l'habitude vous ne l'avez pas forcément encore. Sachez que nous sommes, nous, référents régionaux français, à l'écoute de vos projets pour vous permettre de les développer à l'échelle binationale en vous rapprochant d'acteurs qui pourraient vous intéresser et vous permettre, in fine, de présenter un dossier de subvention et de vous faire aider. Voilà. Je dirais aussi que, puisqu'on parlait de financement tout à l'heure et de l'intérêt des financements européens, bon, il y a une certaine technicité peut-être sur certains fonds européens. Nous avons la mission d'être extrêmement accessibles. La demande de subvention est relativement simple à faire. Je dirais que le nerf de la guerre est de répondre à la demande en respectant les critères, en respectant au mieux les critères de notation des projets, puisque les projets sont tous analysés, scrutés, notés, et de cette note dépend le pourcentage de financement qui va vous être accordé. Oui, j'en étais sur la procédure. Est-ce que ça suscite des questions de votre part, la manière de déposer un projet au Fonds citoyen? Alors, j'ai vu que c'est peut-être pas sur ce sujet-là, mais Gérard Peltre levait la main pour intervenir. Allez-y, je vous en prie. Oh, alors, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Je remercie pour cette intervention et surtout surtout pour le rappel de l'amitié franco-allemande opérationnelle qui existe parce qu'on en parle très peu et très peu en ce moment en particulier, paradoxalement. Hein. Il existe aussi dans les zones frontalières d'Alsace, par exemple, et Moselle, des eurodistricts, où là, donc, les territoires allemands et français sont dans des mêmes structures de coopération donc, pour agir ensemble. C'est hyper important parce que ça veut dire que là, l'Allemagne comme la France ont accepté de trouver une solution commune et un outil pour décider et construire des projets ensemble. Ensuite, moi, je voulais insister aussi sur le fait que la réflexion qui est faite là nous amène aussi à se dire Erasmus+, coopération, leader, coopération. Il y a énormément de projets qui facilitent les coopérations entre les uns et les autres qu'il faut qu'on remette au devant de la scène. Mais chaque fois qu'on est dans une logique territoriale, chaque fois on a de l'amplification. Et ce fonds citoyen dont j'avais oublié l'existence, merci de l'avoir rappelé. Vous êtes tout pardonné, c'est tout nouveau. Ah bon, alors parce que donc c'était normal que je ne le connaisse pas. Ramène, parce que je vais devoir vous quitter, à quelques remarques. Un, il est hyper important qu'on agisse sur la reconnaissance. C'est urgent et c'est particulièrement urgent de la valeur ajoutée des territoires ruraux maintenant, parce que contrairement, on en entend énormément parler, mais je vois glisser aujourd'hui le niveau de représentation européen des territoires ruraux est passé à 25% de la population européenne, alors qu'il était considéré à 50%. Eurostat. On est en train de se faire affaiblir. Moi, je suis un des rares à réagir dans les réunions européennes. Et donc, premier élément, donc faire attention. Deuxième élément, c'est le chacun pour soi. En ce moment, les territoires ruraux, derrière le vocable de région rurale, disent « et au fait, nous, les régions de montagne, nous avons un vrai besoin de soutien, alors qu'il faut qu'il y ait une vraie dynamique de reconnaissance et de soutien à la diversité des territoires ruraux dans des logiques de coopération. » Et ensuite, il faut des mesures spécifiques pour les territoires qui sont plus en difficulté. Ça, je suis complètement d'accord et on doit les soutenir. Le dernier élément, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si on y prend garde, la vision à long terme,
pour les territoires ruraux risque de se terminer par une vision à long terme qui rétrograde les territoires ruraux si on y prend garde, simplement parce que quand on parle beaucoup des choses, si on n'est pas vigilant sur la manière dont elles s'expriment, la régression est possible. Je ne suis pas en train de vous inquiéter parce qu'on peut relever le défi, mais faisons très attention, je vous l'ai montré au niveau des statistiques là. Merci Gérard. Merci. Je vois que le temps file. Normalement, on termine à 14h15. On va avoir 5 petites minutes de retard, je pense. J'ai mis le lien dans le chat vers le site du Fonds citoyen. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à faire appel aux référents régionaux qui sont vraiment là pour vous aider dans cette démarche, comme le disait Gilles tout à l'heure. Merci beaucoup, Gilles, du coup, de nous avoir présenté le Fonds citoyen. Et Thibaut, je pense que je te repasse la parole. Bon, je n'ai rien de plus à dire pour vous que de vous remercier les uns les autres. Merci beaucoup Gérard, Angela et Gilles pour ce premier temps pour nous, en tous les cas, sur les questions d'Europe et de ruralité. Ça n'est que le premier. On va continuer à suivre ce sillon, d'une part par notre développement territorial que nous allons renforcer, développer, et puis aussi par ces interactions qu'on va continuer à renforcer entre nous. Sur cette question, comme l'a dit Gérard, qui sont à mon sens tout à fait centrales et avec des inquiétudes légitimes, mais aussi beaucoup d'espoir sur notre capacité à réagir et à co-construire. Donc merci à tous, on se retrouve dans un mois et je laisse la parole à Elsa parce qu'elle m'avait dit à la fin, redonne-moi la parole s'il te plaît. Pardon, c'est vrai, j'aurais pu le faire directement. Merci à tous d'avoir participé. Avec INSEAD, on est effectivement aussi très attachés aux questions de coopération entre territoires et entre acteurs des territoires. Ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a lancé notre programme Artisans d'idées. On avait fait les premiers cafés confinés à l'époque, début avril 2020. Et puis aujourd'hui, vous êtes à peu près 600 dans la communauté, donc il y a encore une trentaine de personnes présentes là, mais en fait, il y a 600 personnes qui nous suivent sur ces questions-là et on est en train de se poser la question en plus des cafés de campagne mensuels, qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour répondre vraiment aux besoins que vous affrontez chaque jour. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui sont porteurs de projets ruraux, je vous mets dans le chat un petit formulaire. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez nous partager les enjeux auxquels vous faites face, les ressources dont vous pourriez avoir besoin pour que nous, on puisse ensuite designer un programme qui y réponde, que ce soit mettre des ressources en ligne, organiser des ateliers en visio sur les territoires, sur quelles thématiques. Voilà. On a vraiment besoin de savoir quels sont les sujets qui peuvent vous intéresser et quel type de ressources peuvent vous être utiles. Donc, je vous invite fortement à remplir ce petit formulaire, c'est assez rapide. Comme ça, on pourra proposer des choses qui vous sont vraiment utiles. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant de nous voir en physique et d'essayer d'organiser des temps collectifs où on pourra à la fois se discuter directement, manger, boire, rire face à face sans avoir peur de se contaminer les uns les autres que par la convivialité et le bonheur de partager quelque chose de fort ensemble. Merci infiniment à toutes et à tous. Bonne continuation. Prenez soin de vous, faites attention, marchez à l'ombre et je vous souhaite beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur et au mois prochain. Merci Gérard, merci Gilles, merci Angela et à très très bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous. Transfrontalier.